Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais remercier le professeur Jean-Jacques Hublin pour cette invitation. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Et il y a quand même de l'émotion pour différentes raisons, mais de l'émotion aussi parce que je ne peux pas faire cette communication sans penser à l'abbé Breuil et à André Leroi-Gourhan, qui furent professeurs ici. Et franchement, c'est pour moi, en dehors du reste, une très belle journée. Merci aussi à Noël pour cette présentation. Et juste un petit détail, Noël. 1902, le colloque de la Face, ils quittent la Moute, ils vont à Marsoulas, Dallot, Breuil, tout ça. Et c'est devant le porche de Marsoulas que Cartaillac invite Breuil à aller à Altamira. C'est une petite sensibilité aussi pour Marsoulas. Donc on va y aller. Excusez-moi, je cherche comment ça fonctionne, mais je vais y arriver, on verra bien. Arrivant d'Afrique, Homo sapiens va se disperser sur le continent eurasiatique. Je ne vais pas refaire un cours à la Jean-Jacques Hublin, je vous rassure. Entre, on va dire, moins 45 et moins 40 000 ans. Il va s'adapter à des écosystèmes très, très diversifiés, édifier des niches bioculturelles, et des environnements dans lesquels il saura créer les conditions nécessaires à sa viabilité. Habitat très structuré, diversité et souplesse et technique dans l'outillage de pierre, dans l'outillage en matière dure animale, objets de parure et tout ce qui va avec. Cette cohérence témoigne en fait de marqueurs identitaires individuels et collectifs qui vont façonner l'espèce. Mais sa caractéristique première est le développement de liens familiaux et sociaux et des réseaux structurés sur de longues distances. Nous savons aujourd'hui que l'activité symbolique n'est pas une propriété exclusive de l'espèce humaine et d'Homo sapiens. Les symboles sont manipulés dès la mise en place d'interactions entre individus au travers de l'expérience individuelle et collective. Mais la différence fondamentale entre les systèmes symboliques ne réside pas dans la syntaxe, c'est-à-dire dans la mise en place des signes, mais dans la sémantique de ces signes et dans la qualité que cette sémantique va apporter à un système de communication. Le facteur social va construire les contenus symboliques dont la plus grande partie est produite par l'accumulation de la culture et de la société. L'esprit symbolique et le système syntaxique et sémantique qui l'accompagne va évoluer en fonction des formes de plus en plus complexes et structurées des sociétés et de l'accroissement qualitatif et quantitatif de cette culture et de ces sociétés. Il est nécessaire de s'installer pour comprendre ces processus dans une temporalité longue, assez longue pour qu'on puisse apprécier cette accumulation et surtout assez longue pour que les groupes sociaux puissent s'étoffer et donner naissance à des signes complexes. Visiographique aussi. Un déploiement social complexe qui suggère une intensification des relations intentionnelles entre êtres animés avec le monde extérieur, mais également un perfectionnement des relations causales par rapport aux autres, aussi des rapports causaux par rapport à l'environnement, par rapport aux objets inanimés. C'est tous ces facteurs qui doivent être pris en compte pour comprendre comment l'art paléolithique va apparaître, et il apparaît aux alentours de moins 38 000 ans et il va exister jusqu'à à peu près 30 000 ans pour définitivement disparaître aux alentours de moins 12. L'art pariétal, c'est quoi? L'art paléolithique, pardon. Deux supports sur cet art paléolithique, un support pariétal qu'on va retrouver dans les grottes et abris sous roche, voire des abris de plein air, puisqu'il en existe, Foscoa, Ciega Verde, Domingo Garcia, et un autre support qui est l'art mobilier, l'art des objets transportables, sur pierre, sur ivoire, sur os, et vous en avez quelques exemples ici. Quand Jean-Jacques m'a demandé de faire cette communication, il m'a dit la vision de la personnalité et surtout de l'image humaine dans l'art pariétal. Alors, oui, je vais faire l'art pariétal, mais je vais avoir du mal à ne pas sortir un tout petit peu de ce champ, et vous verrez malgré tout quelques objets d'art mobilier. L'art paléolithique, c'est quoi?
Sur près de 30 000 ans, quand on regarde les grottes ornées, voici le graphe qu'on peut faire sur l'iconographie qu'on va retrouver dans ces grottes. Cheval, bison, cervidés, bouquetins, ce sont les animaux qu'on va retrouver majoritairement dans les grottes. Et ici, vous avez, en gros, on va dire, la thématique générale de cet art. Quand on regarde cette thématique générale et qu'on positionne certaines grottes sur cette thématique, on n'a pas vraiment de changement. Vous voyez ici les 347 figures de la grotte Chauvel. Alors il y en a un peu plus aujourd'hui, donc ça c'est un schéma que j'avais fait il y a un moment. Et on voit bien qu'on reste globalement dans cette thématique, avec par contre des proportions qui vont changer. Mammouth, rhinocéros félin, qui sont spécifiques de la grotte, puisque il y a 72 félins connus et 36%, il y a 200 félins connus sur tout l'art paléolithique, il y en a 72 à Chauvet. Donc vous voyez, ça module un peu tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit, quand on regarde la structuration de cet art, depuis l'Europe de l'Ouest, ici vous avez Pechmerle jusqu'à l'autre bout du continent eurasiatique, puisque là on est à Kapova en dessous en Russie, on voit qu'on retrouve les mêmes animaux. Vous voyez à Kapova en bas, cheval, rhino, mammouth, et c'est ce que vous avez également à Pechmerle, avec quelques petites particularités, comme on peut le voir ici. Et on sait que certains camélidés sont présents également sur certaines pièces de Russie, notamment il y en a des très très beaux sur une ivoire, une défense de mammouth en ivoire. Donc on a cette... pardon, je ne vais pas y arriver. On a cette composition générale avec ces grottes qui vont s'identifier, on va dire, individuellement. Alors Kapova, c'est les camélidés, Kosker, ça va être des pingouins. Voilà, on aura une identité propre dans un contexte général. Par contre, ce qui est certain et ce qui va traverser la totalité du paléolithique récent, c'est la faible représentation de la figure humaine. Sur tout cet art paléolithique, on ne dépassera jamais les 5 à 6% de la totalité des représentations humaines en pied. Ça, c'est une des caractéristiques de l'art paléolithique. Cet art paléolithique, il porte un message au travers de vecteurs principalement animaux. Et l'humain de cette époque ne fait pas passer ces vecteurs au travers de sa propre image. Mais on va y revenir. Le problème de la figuration humaine, ça va être la reconnaissance de cette figuration humaine, parce que vous allez voir qu'elle est rarement réaliste, elle est plutôt caricaturale, voire généralement stylisée. Et vous avez ici quelques exemples. La grotte, alors j'ai mis des figures humaines qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, que ça change un peu. Leonine, Los Casares ou la Peña de Candamo. Et on voit ici que pour reconnaître une figure humaine, il faut avoir un corps vertical ou des bras, des jambes, mais qu'on va trouver une certaine mixité, et on va le voir tout de suite. Quand on regarde les chiffres, et ces chiffres proviennent de la thèse de Raphaël Bourillon, actualisée, bien sûr, c'est très très étonnant. Cette figuration humaine, quand on regarde l'art mobilier et l'art pariétal, donc on a 732 représentations au total, on s'aperçoit que ce soit sur l'art mobilier ou sur l'art pariétal, que ce soit la figure en pied ou les représentations de sexe, la figure féminine est très largement dominante. Ça, c'est un classique. Alors, dans l'art mobilier, les 325, il y a aussi le poids fort des statuettes, bien sûr, mais on voit, même si vous allez le voir, quand on a de la chance de trouver une figure en pied, c'est principalement une figure féminine. On voit aussi que l'image humaine masculine, elle est présente, et on va le voir, elle est présente tout au long du paléolithique supérieur également, mais en moins grand nombre, et on s'aperçoit que c'est les sexes masculins qui prennent un peu plus le dessus. Alors, je vous ai dit, la figure en pied, c'est 5,8% de la totalité du corpus sur presque 30 000 ans, donc c'est pas grand-chose, ça c'est clair. Voici, donc on va s'intéresser à l'art pariétal, et avec quelques incursions vers l'art mobilier. Je ne vous parlerai pas des mains, j'aurais pu, mais je n'ai pas le temps.
Je vous ai mis cette photo-là, et notamment les figures, les mains de la Garma, qui sont très intéressantes, puisque sur cette main-là, vous avez la trace d'un bracelet ici. Et ça, c'est extrêmement rare. On va commencer par les figures féminines. Je ne peux pas commencer par les figures féminines, évidemment, sans commencer par celle-ci, dans la salle du fond de la grotte Chauvet, sur ce pendant, ici, qui fait face à ce panneau où on a les lions qui se jettent sur un troupeau de bisons. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, où on a effectivement ce pendant rocheux avec ce bas de corps féminin, avec les deux jambes, le sexe ici, le triangle pubien et la vulve marquée, bien gravée, incisée au silex, associée, je dis bien, le corps de la femme n'est pas, le haut du corps de la femme n'est pas une représentation de bison, mais c'est bien un bison et un félin qui sont associés à un bas de corps. En fait, ce bas de corps répond, si je puis dire, à ce qu'il y a en face, c'est-à-dire peut-être ici, là je rentre dans l'interprétation bien sûr, ici la mise à mort des bisons par les félins, et ici Eros et Thanatos, et en face on a Eros ici, donc ce corps de femme associé aux deux protagonismes précédents, peut-être la vie face à la mort. Ça c'est à vous, on pourra en rediscuter si vous voulez après. Alors ce corps de femme, on ne peut pas ne pas le mettre en relation avec les Vénus, bien sûr, qu'on connaît. Et vous voyez, je ne vous fais pas un dessin, on est sur les mêmes schémas graphiques. Et je vous parle bien sûr ici de la Vénus à la corne. Alors la Vénus à la corne que vous pouvez voir aujourd'hui au musée d'Aquitaine, c'est tout sauf un objet d'art mobilier. D'abord, c'est un bloc qui est difficilement transportable au sol, et surtout, c'est un fragment de bloc de paroi, puisqu'en fait, cette Vénus à la corne a été découverte en 1911 par le docteur Lalanne, et le docteur Lalanne n'a rien fait d'autre que décrocher le bloc de la paroi pour l'emmener au musée. Donc on est sur un fragment d'art pariétal, et c'est pire que ça, puisque en fait il y avait sur ce site, et ici vous avez des images anciennes et un plan du docteur Lalanne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est incapable de reconstituer le site tel qu'il était en 1911, d'autant plus qu'il manque un bloc qui est parti à Berlin avec un corps de femme dessus et qui a été perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ces blocs-là sont au musée d'Aquitaine, et on voit bien ici qu'il y a un autre corps de femme avec une tête qui porte une résine qui sont localisés sur le site associé. Ici, on parle en fait d'un corps masculin, mais pour vous dire la vérité, ça peut être masculin comme ça peut être un corps plus juvénile. À partir du moment où on n'a pas d'éléments primaires ou secondaires de détermination, bien difficile de dire ici si on est face à un corps féminin, masculin de jeune âge. Mais en tous les cas, ici, on a un site d'art pariétal, d'abri sous roche, où les parois étaient construites autour de la figure féminine. D'autres figures féminines, bien sûr, Arcy-sur-Cure et la grotte de Cussac, où il y en a 3 à mon souvenir. On voit ici, on reconnaît toujours ce schéma avec les fesses prominentes, le ventre marqué, les seins, les bras tendus, ces têtes toujours qu'on va aussi retrouver sur les statuettes où on n'a pas de visage. Le visage n'est que rarement marqué sur les Vénus. Elles peuvent être accompagnées de résilles. Et quand on voit ici ces utilisations de relief, ce n'est qu'une utilisation de relief à Arcy-sur-Cure, où on a cette coulée stalagmitique qui fait penser à un corps de femme et qui est agrémenté de rouge autour des seins. Et là aussi, l'absence de détail de la tête, de l'identité de la femme, c'est quelque chose qui est important, puisque ça peut vouloir dire aussi, il peut y avoir un interdit, mais il y a peut-être aussi quelque chose qui nous renvoie à le manque d'individualité et la non-individualité de l'individu dans ces sociétés. On en reparlera. Pechmerle, bien sûr, Pechmerle avec ces corps de femmes, dit le roi Gourand, les femmes bisons, pardon, ici, très stylisés, ces corps de femmes, et ici vous en avez une autre, on retrouve toujours ce modèle, la ligne de dos, le fessier marqué, la tête, ici les seins et le bras en avant et le ventre. Ces femmes bisons sont associées à Pechmerle à des figurations de mammouths,
mammouths ou bisons, des herbivores à chaque fois. La Magdeleine, dans le Tarn, on est à moins 16 000, et vous avez ici, donc en grand, hein, ici vous avez le bras levé, le corps, les jambes, et elle a les pieds posés hein, sur une représentation de bison. Ici, vous voyez, toujours cette association entre le corps féminin et la femme, et vous avez ici, on voit très bien l'œil, l'oreille, la corne, la tête du bison qui est ici. Voilà. Et on ne peut pas parler du corps de femme sans parler du site d'Angles-sur-l'Anglin dans la Vienne, hein, où on a justement cette paroi très particulière, hein, ce grand site, hein, un abri sous roche, où on a ces corps féminins, vous avez les détails ici, associés à des figures de bison qui ont été retaillées en figures de bouquetin. On a les phases de retaille. Donc on voit bien que ce corps de femme, il est associé dans un premier temps au bison, et puis il se passe quelque chose, on transforme le bison en bouquetin. On n'élimine pas le bison, puisqu'on est toujours capable de voir qu'il y a eu un bison avant le bouquetin. Donc on n'efface pas, mais on change cette thématique qui s'associe à la femme. Et puis, vers moins 13 000, on va vers une stylisation beaucoup plus forte que précédemment, alors qu'elle existait, hein, parce qu'à Pechmerle, on a cette stylisation des corps de femmes, mais moins 13 000, on va en trouver un peu plus, donc aussi sur des blocs. La grotte de la Roche à la Linde, ce bloc, il n'est pas transportable hein, par un individu, il faut être plusieurs pour le porter. On est à la limite en ce qu'on appelle entre le pariétal et le mobilier. Mais on sait très bien quand on lit, notamment je pense à Limeuil, la découverte de Limeuil dans les années 20, où on a une description d'une cella. Alors c'est pas une grotte, c'est un endroit où ils ont organisé des gros blocs avec des dessins dessus, et on peut penser qu'à la Linde, il y avait exactement ce type d'organisation avec ces corps de femmes stylisés. Ici, Gourdan, en Haute-Garonne, il faut savoir que dans les Pyrénées, on a 2 représentations de ce type-là, dont une à Gourdan. Du corps de la femme, on va passer aussi à la segmentation de ce corps, la segmentation sexuelle du corps, où on va retrouver uniquement ces attributs féminins, hein, ces triangles pubiens avec la vulve marquée. Ici, on est dans une grotte dans les Asturies. Si vous avez l'occasion de la visiter, surtout allez-y, c'est Tito Bustillo, qui est une grotte phénoménale. Et on voit ici hein, ces signes qu'on appelle vulvaires dans le Cameroun. Bédéiac, moins 15 000 ans, donc on retourne dans les Pyrénées où on a justement hein, cette vulve, hein, on voit, vous reconnaissez ce qu'on a vu tout à l'heure sur la Vénus dite de Chauvet, où le clitoris est marqué par une petite stalagmite qui a été mise à cet endroit-là, et en fait, cette vulve, elle est associée à quoi? À des figures de bison. Et le sexe masculin, alors il n'y en a pas beaucoup dans l'art pariétal, mais on en a. Ici, la grotte de Fronsac, hein, associée dans cette même grotte à des figures stylisées, et surtout la découverte d'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, faite par Éric Bégoin dans le sanctuaire des Trois Frères, dans la partie ancienne hein, du sanctuaire, donc elle n'est pas datée, mais on est de toute manière avant 20 000 ans, où on a ce phallus gravé qui fait une 50aine de centimètres de haut. Je vous disais, la figure humaine, rarement réaliste, souvent caricaturée. Alors, rarement parce qu'il y a toujours des exceptions, hein, bien sûr. Il faut confirmer la règle. Donc la règle, elle se confirme sur essentiellement les sites qui viennent de la Vienne, que ce soit l'abri du sorcier à Angles-sur-l'Anglin ou sur les grandes dalles ou petites plaquettes de la Marche, où on a des visages réalistes d'humains ici, et vous en avez un ici qui est carrément barbu, peint en rouge, avec les cheveux noirs et la barbe noire. Et ici, dans la grotte du Mas d'Asile, où on a ici là, cette utilisation de relief absolument magnifique, où on a la bouche, la barbe, le nez et l'œil noir avec surgravé de blanc. Je pense que le fait que le visage humain soit caricaturé, sauf dans ces cas-là, c'est une vraie volonté, parce qu'on sait leur qualité graphique, on sait ce qu'ils sont capables de faire avec le corps animal, et s'ils avaient voulu le faire avec le corps humain, ils l'auraient fait très volontiers, je pense, mais
c'est autre chose. La caricature, ben voilà, Marsoulas, hein, je l'appelle le toréador parce qu'il me fait, avec son espèce de petit bonnet sur la tête, là. Mais voilà, ce grand cou, cette bouche, ce nez pointu, les deux yeux, voici un des humains de la grotte de Marsoulas. Marsoulas est très étonnante puisqu'elle fait bison, cheval, humain. Un autre, celui-ci n'est pas publié. Vous l'avez, tout ça, au niveau de l'étroiture dans la grotte. Vous avez ici, hein, donc c'est de la gravure très fine, le relevé fait par Gilles Tosello. On a ce nez en bec d'aigle, cette tête arrondie, cette petite barbiche, l'œil, les bras tendus ici, le corps très fin et certainement un sexe équiphalique, et on va voir pourquoi. Et vous l'avez, alors moi je ne suis pas en face, mais je ne le vois pas d'ici. Voilà, le nez est là. Pardon. Le nez est là, je ne sais pas si vous le voyez ici, là, voilà, la petite barbiche, et on voit bien le contour de la tête. Pourquoi on va en reparler? Parce que regardez celui de Saint-Cirq, en Dordogne, hein, on est à peu près sur les mêmes dates, on est à moins 18 000 ans, donc voilà, ici pareil, hein, la tête ronde, les bras tendus, le corps, les jambes, et quand on regarde un peu certains exemplaires, sous Grand Lac, Marsoulas, Saint-Cirq, on a ces êtres, ces humains masculins, ityphaliques, avec les bras tendus. C'est une récurrence qu'on ne sait pas expliquer encore aujourd'hui. Toujours dans cette grotte de Marsoulas, puisqu'elle est très intéressante, puisqu'on a beaucoup d'humains, donc on a toute la dégradation, si je puis dire, de cette figure. On a ce qu'on appelle entre nous des fantômes. Alors le terme est pas très approprié, je trouve, mais ce sont des figurations dites humaines où on a juste la tête et les yeux marqués. Alors souvent associés au bison, ici vous l'avez sur le dos, ici au niveau des pattes. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'on retrouve ça dans le monde cantabrique, dans une grotte qui s'appelle la Garme, et on a sur une phalange d'auroch, donc ici vous avez le déroulé de cette phalange, on a à la place d'un bison un très bel auroch sur une phalange d'auroch associée, pareil, dans les pattes à un petit fantôme très très bien marqué. Et une des caractéristiques de cette figuration, c'est l'hybridation, l'humanimalité, j'aime bien, puisque c'est pas simplement un corps humain associé à des éléments animaux. Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Voilà. Et ici, je ne peux pas commencer de parler de l'hybridation sans parler de l'homme-lion d'Olschenstaller. C'est ce corps humain associé, bien sûr, avec cette très très belle tête de lion. C'est un spécimen rare ici, mais est très intéressant, puisque ici, on est entre, j'ai mis 31-32, mais c'est plutôt 33-34 aujourd'hui. L'hybridation, elle se fait aussi, alors la grotte du Gabillou, moins 19 000, avec le bison, et on a un certain nombre d'humains hybrides avec ces têtes de bison bien reconnaissables, avec les cornes, le toupet central, la tête, associés sur ces corps verticaux avec des jambes. Vous avez ici le relevé. Alors, étonnamment, il existe cette carte postale avec pour la mort de l'abbé Breuil en 1961, sauf que Breuil, il n'a jamais travaillé au Gabillou, mais c'est pas grave. Voilà. Mais comme ça permet de lui rendre hommage ici et de voir le relevé du sorcier. Et alors, je suis allée aussi côté méditerranéen, bien sûr, la grotte Cosquer et l'homme tué. Cet homme tué avec, une tête de phoque ici. Voilà. Et c'est là qu'on retrouve les particularités aussi des sites, aussi dans l'hybridation, c'est-à-dire que là, on est à une grotte près de la mer où l'animal marin, les pinnipèdes ou d'autres, il y a peut-être aussi des méduses, prennent une importance importante dans ce bestiaire, puisque ça va rentrer certainement dans les mythes, et l'hybridation, elle se fait également en fonction de cette installation-là et de la relation à l'environnement. Donc ici, on est un homme hybride blessé avec une tête de phoque. L'homme blessé, c'est une thématique aussi, alors là, qu'on va retrouver avant 20 000 ans.
Bien sûr, ici, les deux exemplaires de Cougnac. Ici, je suis désolée, la photo n'est pas très bonne. Et celui de Pechmerle. C'est certainement les seules scènes de violence humaine que l'on ait. Une violence vis-à-vis de la figure humaine, puisque en dehors de ces grottes-là, on n'a pas d'autres exemples, et surtout, on n'en trouvera plus après moins 20 000. Et on ne peut pas parler de ça, bien sûr, l'hybridation, l'homme ityphalique à tête d'oiseau de la grotte de Lascaux, hein, qui semble en mauvaise posture, avec le bison qui perd ses entrailles et le rappel de l'oiseau ou d'un propulseur, avec le rhinocéros qui part, qui échappe au destin funeste. Voilà. Et cet homme-oiseau, on ne le trouve pas qu'à Lascaux. Cette hybridation, on la trouve aussi à Altamira, vers moins 17 000, avec des personnages ityphaliques et ces têtes d'oiseaux. Alors, on peut se demander ici si on est face à un oiseau ou face à un phoque, qui n'est pas sans rappeler l'homme blessé de Cosquer. Il ne faut pas oublier que Altamira n'est pas très loin de la mer. Et bien sûr, la vedette dans cette hybridation, qui est le sorcier des trois frères. Vous avez le relevé de l'abbé Breuil, hein, fait dans les années 50, puisqu'il a énormément travaillé à la connaissance de cette grotte. Ce sorcier, hein, peint en noir, avec, on voit hein, ici les bois qui sont en réalité gravés. Vous avez le départ ici, et les pieds, hein, le blanc ici, pour marquer les doigts de pied, c'est entièrement gravé. Donc on a ces techniques mixtes, hein, très élaborées, pour ce rendu. Alors, il n'est pas seul comme animal hybride dans la grotte, on va le voir. Par contre, ce qui est remarquable, c'est sa position, hein, en hauteur, dans le sanctuaire. Et en fait, il n'est pas tout seul ici. Pour y accéder, il faut un petit couloir où il faut réellement ramper. Et ce couloir est entièrement gravé, cheval, bison. On n'y va jamais, puisque si on y va, on risque d'abîmer ces gravures. Donc, il n'est pas seul en haut, mais associé aux autres animaux. Dans cette grotte, on trouve aussi le sorcier dit à l'arc musical, cette hybridation, toujours un corps d'homme ityphalique avec les jambes, la queue animale, les bras tendus avec des sabots de bison et cette tête de bison. Et vous avez ici, hein, vous voyez hein, la finesse de la gravure, hein, on voit l'œil, l'arc musical, les poils du corps, etc. Et je ne peux pas parler d'hybridation animale entre l'humain et l'animal sans parler de ce galet d'Étiole qui est moyennement transportable puisqu'il est format A4, qui pèse son poids et qui a été trouvé il y a une quinzaine d'années en pierre de foyer, donc il était autour d'un foyer. Et ce galet, voilà, ce galet sur cette face-là, on a un cheval associé à cette représentation à tête de félin, le bras tendu vers ce cheval qui semble un peu mort, puisqu'il tire la langue, on a l'impression qu'il a l'œil fermé, il a les jambes molles, et ce corps avec le sein, donc un corps de femme hybride, et certainement peut-être avec un arc musical ici également. Alors je vous ai mis, voilà, c'est une gravure extrêmement fine, difficile à étudier, mais quand on a des bonnes lumières, on arrive à voir. On voit ici hein, le sein et le bras plié avec cette main très particulière, la tête ici, et vous avez la totalité de cette femme hybride avec son sein ici, son corps un peu globuleux sur le bord du galet. Et je ne peux pas faire référence à cela. La Madeleine Tolentino, on est aux alentours de moins 13, moins 15 000, où on a encore des corps de femmes hybrides. Alors ici, une tête peut-être de cervidé, et ici, une tête animale indéterminée, mais on est très bien sur ces corps féminins. Désolé Jean-Jacques pour l'art mobilier, mais là, c'était voilà, la figuration humaine. C'est certainement une des très belles pièces d'art mobilier qui provient de la grotte d'Isturitz, qui s'intitule La poursuite amoureuse. Sur une face, vous avez, donc ça c'est le relevé d'Olivia Rivero, une collègue espagnole qui a beaucoup travaillé sur ces objets, où on a ce corps de femme,
très net avec son sein, le bras, on n'a pas la tête puisque l'objet est cassé, poursuivi par un individu ou une individu, puisqu'on ne peut pas le sexuer, il nous manque des parties pour ça, mais ce qui nous fait penser au fait que ça soit masculin, la personne qui est derrière, c'est l'autre face de la pièce, où en fait on a un arrière-train de bison avec une queue relevée, et derrière, un mâle bien marqué par rapport à la bosse qui remonte, qui souffle, donc certainement une scène de préaccouplement pour le bison. Tout ça pour vous dire que l'art paléolithique, ce n'est pas une chose, mais un ensemble de choses. Des faits, des relations complexes, denses, qui sont façonnées et qui vont façonner l'histoire de ces populations qui vont traverser le paléolithique supérieur. L'image de la personne humaine au paléolithique, on voit bien qu'elle est minoritaire dans les assemblages thématiques. Il s'avère que les humains du paléolithique supérieur ne vont pas projeter leur symbolique, moi ce que je pense que leur mythe au travers de leur propre image, mais au travers de l'image animale. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire aussi que pour ces gens-là, l'humain n'est peut-être pas plus que l'animal, mais est un animal parmi d'autres, et c'est ce qui peut expliquer cette hybridation également. C'est-à-dire que l'humain fusionne avec l'animal, puisqu'il ne faut juste pas oublier que quand un paléolithique sort de sa tente, si je puis dire, c'est majoritairement des animaux qu'il voit, pas des humains. Et il va aller piocher dans cet environnement autour de lui, cette niche socio-culturelle, les vecteurs de sa pensée symbolique. Et ça, c'est très important pour essayer de comprendre pourquoi on a ces images, pourquoi ça apparaît à un moment. Ça apparaît à un moment, au moment où, justement, la société a besoin d'un système de communication fort. Et ce système de communication, il ne passe pas par la propre image de celui qui le crée, mais par l'image animale, c'est-à-dire le support de la vie des hommes qui sont là. Alors, je voudrais vous lire une petite phrase écrite par Denis Vialou en 1998. L'affirmation graphique du corps de la femme et de sa sexualité souligne l'importance symbolique de ce corps. Pour tenter d'interpréter ce phénomène, il faudrait pouvoir se détacher des concepts modernes. La place de la femme y apparaît prépondérante. Le matrilignage symbolique de l'iconographie pourrait être le reflet d'une organisation matrilinéaire de ces sociétés. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à là. On parlait en début de journée de la difficulté d'analyser les images féminines dans nos sociétés aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut avoir comme difficulté pour parler. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que l'image de la femme, elle est dominante dans cet art. Quand on a un corps humain, il y a de grandes chances qu'il soit féminin. Et on ne peut pas dire que l'hybridation se fait majoritairement sur des corps masculins, puisque je viens de vous faire voir que l'hybridation se fait aussi sur des corps féminins. Par contre, pour le moment, et je vais être très honnête avec vous, on n'a pas trouvé d'hybridation féminine sur les parois des grottes. On a trouvé l'hybridation féminine sur des objets d'art mobilier. À partir du moment où on peut genrer, bien sûr, le dessin que l'on voit. Mais les chiffres archéologiques sont là. La figure féminine est majoritaire dans les représentations humaines. J'espère que ça va vous donner à réfléchir. La phrase de Vialou, c'est 1998, donc vous voyez, il était peut-être un peu en avance sur son temps, mais c'est des choses auxquelles il faut également penser. Merci. Je voulais juste également vous faire voir ça. J'ai oublié, parce que ça perdure, l'image du corps de la femme et de l'animal. Voilà.